Bonjour à tous et bienvenue dans ce webinaire. J'ai avec moi Sylvain Godefroy, qui est expert PIM de l'agence D&D, Virginie Blot, qui est PXM évangéliste chez Akineo, et Hélène Prouveau, qui est chef de projet commerce unifié chez Louis Pion. Alors pour l'instant, c'est moi qui ai posé les questions, mais vous pouvez garder vos questions dans le chat et on y répondra tout à l'heure à l'issue de ce webinaire. Je propose de commencer tout de suite avec Hélène, puisqu'on va parler de Louis Pion et de votre refonte e-commerce. Mais avant tout ça, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de la marque Louis Pion, du groupe, pour ceux qui ne connaissent pas ou qui ont peut-être le connaissent juste de loin? Oui, alors Louis Pion est l'une des deux enseignes de la branche horlogerie et joaillerie du groupe Galeries Lafayette. Louis Pion en fait, est présent via un réseau de boutiques d'environ 140 boutiques en France, réparties entre des boutiques en propre et des boutiques dans des corners dans les boutiques Galeries Lafayette. Et Louis Pion est aussi présent sur Internet via un site qui s'appelle louispion.fr et sur 3 marketplaces qui sont le BHV, La Redoute et galerielafayette.com. Et puisqu'on va parler d'expérience produit, il me semble que vous avez à la fois des produits en marque propre, à vous, et des produits que vous distribuez d'autres marques, c'est ça? Tout à fait. En fait, Louis Pion est distributeur, c'est son cœur de métier. Donc on distribue de nombreuses marques, plus d'une centaine. Et aussi notre marque qui s'appelle effectivement Louis Pion. Louis Pion est à la fois une enseigne et une marque qu'on appelle notre marque propre, notre marque de distributeur. Voilà, comme ça le contexte est clair et on a un peu le cadre. Et justement, si vous êtes là aujourd'hui, c'est parce que vous êtes en train de refondre votre site e-commerce. Vous travaillez pour ça avec l'agence D&D qui est représentée par Sylvain aujourd'hui, et aussi avec, il me semble, Adobe Magento, Adobe e-commerce. Pourquoi refondre ce site en 2020-2021 C'est un processus que vous avez en cours depuis quelques mois. Et quelles sont les ambitions derrière cette refonte? Alors, il y a plusieurs raisons à la refonte de ce site. La première, c'est que le site actuel, qui fonctionne très bien, est un site qui est désormais un peu daté. Il date de 2014. Donc si vous voulez aller vérifier à quoi ressemble le site Louis Pion actuellement, vous pouvez ouvrir une fenêtre en plus dans votre navigateur et juger par vous-même. Et en fait, ce site, aujourd'hui, atteint ses limites dans nos objectifs de croissance. On se rend compte que le site et aussi tout l'écosystème qu'il y a derrière rencontrent des limites à la croissance qu'on a déjà avec le contexte actuel dans le digital, mais qu'on avait déjà auparavant, puisque le projet a été lancé en 2019. Et donc, la refonte de ce site répond déjà à une refonte en globalité de tout notre écosystème e-commerce et omnicanal pour soutenir cette croissance. Elle répond aussi à un autre objectif qui est celui de développer des nouvelles fonctionnalités liées à l'omnicanal. Je vous disais qu'on avait un réseau de boutiques, on a un site. On sait que beaucoup de nos clients préparent leur achat en passant par le site, et on a vraiment la vocation, le projet dans cette refonte de développer le lien entre notre site, de développer encore plus le lien entre notre site et notre réseau de magasins. Donc on va mettre en place des nouveaux services omnicanaux, je pense notamment au Click and Collect qui n'existe pas encore aujourd'hui. Et on a un troisième objectif qui est celui d'une refonte de notre identité de marque, puisque le site que vous voyez est sous notre identité de marque actuelle, mais on a un projet de refonte de notre identité de marque qui va se matérialiser très concrètement par un nouveau concept de magasin qui va voir le jour au mois de juin à Paris. Et donc, c'est toute notre charte graphique, notre plateforme de marque qui vont être bouleversées et renouvelées. Et ce nouveau site répond aussi à cet enjeu d'identité, de renouvellement de l'identité de la marque. Donc on comprend un peu mieux votre titre, chef de projet commerce unifié. Il y a vraiment cette volonté de faire tout le parcours client et de tout refondre autour d'une expérience unique. J'avais en tête 2020 pour le lancement du projet, mais vous me dites 2019, donc c'est un projet de long cours. Et en plus, vous rajoutez dans tous ces objectifs un changement qui est un changement de PIM. Je pense que ce n'était pas quelque chose qui était prévu au départ de votre projet, vous l'avez rajouté en cours de route. Pourquoi ce choix d'intégrer un PIM? Puis après, on en parlera aussi avec Virginie et Sylvain qui vous ont accompagné dans cette démarche. Alors effectivement, à l'origine, on partait plutôt sur un projet de refonte d'un site e-commerce. On a été accompagné en fait dans un audit préparatoire, un audit de notre existant par une agence de conseil qui s'appelle Kerus. On s'est rendu compte qu'en fait, au-delà de simplement une refonte de notre site, on avait besoin
aussi pour soutenir la croissance, ce que je vous disais tout à l'heure, d'ajouter des nouveaux outils, des outils qui étaient éprouvés par le marché, pour pouvoir soutenir cette croissance. Parce qu'actuellement, vous utilisez quoi? C'est un ERP? C'est Alors des fichiers aujourd'hui, Excel? on est donc sur le site, on a un site e-commerce qui est sous Magento 1. L'essentiel de notre de notre référentiel produit est géré dans notre ERP. Et en fait, on se rend compte effectivement qu'aujourd'hui, on est confronté aux limites techniques de notre ERP. On a la volonté de pouvoir décrire beaucoup plus finement nos produits, d'avoir des fiches produits qui soient beaucoup plus enrichies, à la fois pour pouvoir mieux convertir en ligne, dans notre objectif de croissance, mais aussi, je vous le disais, pour préparer la visite des clients en magasin, puisqu'on sait que beaucoup de nos clients passent par le site avant de se rendre en magasin. C'est un témoignage qu'on a tous les jours de nos retours, des retours des équipes en magasin. Et on a vraiment cette volonté de pouvoir décrire très très finement le produit en amont du parcours. Sachant qu'on est sur un produit qui est assez complexe, c'est un produit qui demande beaucoup d'attributs pour être décrit. Il faut décrire à la fois le bracelet, la matière du bracelet, la couleur du bracelet, la matière du cadran, la couleur du cadran. On veut décrire les aiguilles, les index, le boîtier. Il y a beaucoup d'attributs pour décrire un produit horloger. Et donc, on a vraiment cette volonté de pouvoir offrir une fiche produit qui soit très, très complète. On se rend compte aussi que notre outil ERP aujourd'hui ne nous permet pas d'avoir cette richesse dans la fiche produit. Et un autre point, qui est très peu développé chez nous aujourd'hui et qui est vraiment une des grosses ambitions de ce projet, c'est de pouvoir avoir une prise de parole d'enseigne sur nos produits. Je pense notamment au fait de pouvoir s'exprimer en tant qu'enseigne, de pouvoir parler de nos produits, d'avoir un tone of voice. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui n'existe pas dans notre ERP et qu'on va pouvoir développer grâce à l'outil PIM. Alors, je vais vous poser une question, mais je pense que je connais déjà la réponse. Est-ce que c'est facile de mener de front ce projet e-commerce et en plus un changement de PIM? Comment ça se passe? Alors, je ne sais pas si c'est facile, mais je sais pas si c'est facile, mais en tout cas, ça s'inscrit dans une vraie logique. Parce que, on pourra en reparler avec Sylvain après, mais c'est vrai qu'on s'est posé la question au commencement du projet de garder le PIM, est-ce qu'on faisait juste justement une refonte e-commerce, est-ce qu'on conservait le PIM. Voilà, il y a toujours dans les projets un moment un peu d'arbitrage budgétaire. On a beaucoup échangé avec DND à l'époque, qui nous a vraiment recommandé de conserver le PIM dans le projet et de le conserver vraiment en amont de l'e-commerce. Et c'est ce qu'on a suivi, donc les conseils de l'agence. Et on voit maintenant, maintenant qu'on est dans le projet, qu'on est dans le concret, on voit tous les bienfaits et toute la pertinence de ce conseil, puisque on a construit vraiment en amont la première brique, qui est la brique du produit. On construit notre référentiel produit dans une vraie logique avant de se poser la question de savoir comment est-ce qu'on va l'exposer sur le front, comment est-ce qu'on va l'exposer aux clients. Justement, Sylvain, pourquoi cette reco de faire PIM et refonte e-commerce en même temps? Est-ce que c'est pour tous les clients? Est-ce que c'était vraiment spécifique à cette situation? Globalement, déjà sur un schéma archi, le PIM va avoir une position beaucoup plus centrale, pas uniquement e-commerce. Ensuite, il y a le deuxième élément qui est la qualité de données qu'on souhaite atteindre sur le e-commerce. Et généralement, on compte à peu près 6 mois pour retravailler cette data. Donc c'est mieux d'avoir un déphasage d'environ 6 mois entre les deux projets. Virginie aussi, vous qui avez suivi beaucoup de projets chez Akeneo, c'est une reco que vous faites de faire en même temps ou en amont le PIM avant de faire son site e-commerce, ou est-ce que même si on a lancé un site e-commerce, on peut raccrocher les wagons et changer le PIM en cours de route? C'est vraiment en tout cas intéressant et ça résume très bien ce que vient d'écrire Hélène, parce que c'est vraiment ce que tous les clients se posent comme question. Il y a d'abord la question ERP PIM. Bon, ça c'est bon, on a bien compris que l'ERP c'était pas l'outil qui allait nous permettre d'adresser l'omnicanalité. Et puis ensuite vient celle de OK, on a bien compris aussi qu'on doit refaire notre plateforme e-commerce. Il y a le PIM en même temps. Qu'est-ce qu'on fait? On fait l'un en premier, l'autre en premier, on mène les deux de front. Et là où beaucoup, comme disait Hélène, il y a des contraintes budgétaires, il y a aussi la contrainte de charge de travail des équipes. Donc c'est vrai que ça peut faire peur et on peut se dire ça fait double charge de travail, double projet. Et puis en fin de compte, et c'est là l'intérêt d'être accompagné aussi par des partenaires qui ont l'habitude de ce genre de projet, c'est que c'est du temps finalement de gagner pour après.
Parce que si on pense, et c'est ce que tu ébauchais un peu Sylvain, si on pense trop un seul canal, alors votre PIM ne va pas justement jouer ce jeu de pivot, de support, de fondation de votre omnicanalité. Vous allez finalement le penser que e-commerce, et puis c'est l'écueil pour après. Même quand vous allez vouloir faire venir d'autres équipes, dire bah non, c'est l'outil du e-commerce, moi je veux mon propre outil à moi. Alors que si dès le départ on le pense comme une fondation, ça va être beaucoup plus scalable, beaucoup plus pérenne et beaucoup plus porteur en fait. Et dès que vous aurez un nouvel objectif business, vous savez qu'il sera porté par votre PIM. Donc c'est vraiment des questions que quasiment tout le monde se pose au début, mais c'est vraiment la bonne chose, oui, à faire, la bonne démarche. Et Sylvain, justement, quelles sont les grandes étapes quand on veut mettre en place un projet PIM sans que ça prenne trop de temps, sans que ce soit une charge de travail pour toutes les équipes et que pour gagner du temps ensuite, est-ce que vous avez des conseils ? Déjà, avoir une phase de cadrage très très détaillée sur la prise du besoin, sur le cahier des charges, sur le choix de la solution. Ensuite, on vient inscrire la phase de conception. Et dans cette phase de conception, on va toujours retravailler le cycle de vie du produit. Qui travaille, à quel moment, sur quelle partie du produit, pour instaurer une gouvernance de données très forte, très marquée. Et ensuite un projet classique, réalisation, recette et cette phase d'enrichissement de la donnée qui là est spécifique aux besoins d'un PIM ou d'un PXM qu'on n'aurait pas sur un e-commerce classique. Donc là, Hélène, on a eu la version théorique. Comment ça se passe concrètement chez vous ? Exactement. Oui, effectivement. Alors nous, on est en plein dans le projet. On n'a pas encore notre PIM. On est en plein dans le concret. On a eu plusieurs ateliers avec DND, une dizaine à peu près. Ça a été l'occasion de mettre tout le monde justement autour de la table. Sylvain parlait du cycle de vie du produit. On a vraiment, ça a été un vrai moment d'échange parce qu'on a pu mettre ensemble des personnes qui travaillaient sur le produit mais à des moments différents. Et ça a été l'occasion vraiment de remettre un peu à plat tous les process et les manières de travailler. On a parlé de toutes les équipes qui doivent être impliquées. Est-ce que vous pouvez détailler les différentes parties prenantes dans ces ateliers ? Qui c'est qu'on met autour de la table ? Alors, chez nous, je vous disais qu'on est distributeur, donc on a une centrale d'achat. Donc la question du produit chez nous est beaucoup portée par l'équipe achat. Notamment par les assistants achats qui vont être les personnes qui sont responsables de saisir la donnée produit aujourd'hui dans l'ERP. Donc on a eu l'équipe achat qui a été impliquée, on a une responsable du référencement qui appartient à l'équipe supply qui alors elle est vraiment responsable de la cohérence du jeu de données, donc quels sont les attributs qu'on crée, qu'on a le droit de créer, quelles sont les valeurs à l'intérieur de chaque attribut. Et puis les équipes marketing qui aujourd'hui interviennent dans l'enrichissement du produit, mais beaucoup plus en aval sur la question notamment des médias et puis vraiment sur des questions très très liées au e-commerce. Et le projet PIM aussi va nous être pour nous l'occasion de centraliser toute l'information produit au même endroit, puisqu'aujourd'hui on a une partie de l'information qui est détenue dans notre ERP et l'autre dans le back-office de notre site e-commerce. Virginie ? Oui, je voulais juste ajouter, ce qui va être intéressant, c'est que là, on voit bien qu'ils sont focalisés sur les canaux externes, c'est-à-dire vraiment les clients et le parcours client qui vont adresser. Le deuxième effet de la mise en place d'un PIM, je pense que Sylvain, tu ne vas pas me contredire, c'est aussi les bénéfices internes. On le voit bien, comme tu disais Hélène, ça a le mérite de mettre autour de la table des gens qui n'ont pas forcément l'habitude de travailler ensemble ou qui se parlaient peu. Donc déjà, ça va faire en sorte que tout le monde parle le même langage. Et puis on va voir qu'après, pour aussi faire venir d'autres équipes, ça va être plus intéressant puisqu'on saura qu'il n'y a qu'une seule source de vérité sur la donnée produit. Elle est là, il y a souvent plein de bénéfices internes et après des besoins internes comme ça qui viennent se greffer. On se dit, ah bah ouais, mais en fait c'est facile, tiens, j'ai besoin d'une fiche produit pour mes vendeurs, j'ai besoin de tablettes digitales en magasin, je crois que c'est ce que vous avez prévu de faire aussi. C'est vrai qu'on vient juste consommer, vraiment il y a ce côté consommation de la donnée en interne qui est super important et c'est un super bénéfice. Comment on fait pour n'oublier personne dans toutes ces parties prenantes ? Tu veux répondre ? Et aussi s'assurer de ne pas avoir trop de monde sur la table pour pas que ce soit une usine à gaz. Comment on concilie ? Je pense qu'Hélène, elle On a fait bien confiance répondu. à Hélène. Mais voilà, ce qui est important au départ, c'est de se dire vraiment qui est responsable. C'est vraiment cette notion de responsabilité, de quelles données et à quel moment de la vie du produit. Par contre, après, quand ils vont commencer à développer leur stratégie vraiment omnicanal,
par exemple, si on parle un peu des réseaux sociaux, etc., vous avez un compte Instagram, c'est se dire, tiens, finalement, il y a forcément une équipe qui s'occupe de ça. Ça serait peut-être intéressant qu'elle vienne consommer les informations à la source. On voit qu'en général, on a une philosophie un peu plus d'image, d'inspiration, d'émotion sur les réseaux sociaux. Mais finalement, c'est peut-être bien de se dire, tiens, on va tout lier, offrir une vision du produit à 360 degrés. Donc c'est là, finalement, qu'on va se dire, tiens, vous pouvez aussi venir contribuer, rajouter vos médias, vos assets pour les réseaux sociaux. Puis demain, je ne sais pas, s'il y a un nouveau réseau social qui s'ouvre, on a envie d'y aller, au moins on capitalise sur ce qu'on a déjà dans le PIM. C'est ça aussi qui est intéressant. Donc on va faire grandir le PIM en même temps que notre stratégie finalement. Sylvain, tu voulais réagir? Non, sinon, oui. j'ai une autre question pour Hélène. Non, t'étais d'accord. Je crois que oui, c'est ça. T'étais d'accord. Ça, vous complétez parfaitement. On entend, oui, quand on ajoute des parties prenantes, des gens qui vont avoir accès à ce PIM, la notion de gouvernance et aussi de qualité des données est très importante. Comment on fait pour s'assurer que la donnée est de bonne qualité déjà et qu'ensuite tout le monde puisse y accéder, mais pas forcément y modifier, gérer les règles? C'est un travail que vous faites actuellement ou ça viendra ensuite? Alors c'est un travail qui a été, c'est vraiment une question qui est très importante et qui a été assez fondamentale, Sylvain s'en souvient, dans les ateliers, dès les premiers ateliers, puisque comme je vous disais, le projet PIM en fait vient au milieu d'un projet plus vaste où on rajoute plusieurs outils, et donc il a vraiment été question de se dire quelle est l'information que je veux avoir dans quel outil, quelle est l'information que je veux avoir en termes de consultation, quelle est l'information que je peux modifier et à quel endroit. Donc ça a vraiment été une question fondamentale. Et pour revenir sur ce que disait Virginie, sur la question du produit, on a vraiment eu à cœur de se dire, en fait, tout ce qu'on peut mettre dans le PIM et qui est pertinent de mettre dans le PIM, mettons-le là parce que c'est l'info la plus amont possible, où ensuite on pourra, si l'info est à cet endroit-là, elle est dans le PIM, ensuite on pourra venir adjoindre de nouveaux outils plus tard, ou de consommer, enfin envoyer cette information sur plusieurs endroits qui peuvent consommer de la data, par exemple effectivement les tablettes magasins, et au moins l'information est au bon endroit, à l'endroit le plus amont possible. Quand vous avez parlé de la fiche produit, vous avez évoqué tous ces champs, tous ces aspects très techniques à remplir, à renseigner. Il y a aussi cette dimension image que vous avez évoquée en introduction et dans cette volonté d'avoir un site e-commerce qui reflète l'image que vous voulez renvoyer de votre marque et de votre identité. Comment le PIM vous permet aussi d'avoir à la fois ces aspects techniques qui soient parfaitement renseignés, mais aussi ces enjeux d'image auxquels on répond. Et j'imagine qu'il y a des connexions qui vont se faire avec e-commerce, enfin Adobe e-commerce ou anciennement Magento. Comment on fait tous ces aspects-là en même temps? Alors, si on parle des images au sens média, c'est vrai qu'aujourd'hui, ça fait partie effectivement aussi de nos ambitions avec le PIM, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a un catalogue d'environ 50 000 produits actifs. On en a 5 000 qui sont exposés sur l'e-commerce et les images dont on dispose, on les a en tout cas en bonne qualité que pour les produits e-commerce. Donc, typiquement, le PIM va nous permettre d'aller chercher des médias supplémentaires pour tous nos produits. On a aussi la volonté, justement, avec la refonte de notre site e-commerce, notre nouvelle image de marque, d'avoir un site qui soit plus inspirationnel. On a un site aujourd'hui qui est efficace commercialement, mais qui est très catalogue. On veut un site qui soit plus en fait un magazine qui accompagne aussi nos clients avant même qu'ils aient, dans l'idée d'achat, quand ils n'ont pas un produit spécifiquement en tête, mais qu'on puisse être capable de les guider aussi vers un produit, vers une idée cadeau. Ou vers une idée de produit. Et donc, on a vraiment cette ambition d'avoir un site qui porte beaucoup plus d'images. Et pour ça, on est distributeur, donc on va vraiment avoir à cœur d'embarquer nos fournisseurs qui produisent beaucoup de contenu imagé pour pouvoir vraiment récupérer. On va avoir vraiment récupérer cette donnée, cette image, et le PIM sera un parfait endroit justement pour avoir stocker cette image en amont. Et si je prends aussi la question de l'image au sens plus large, ce que je disais tout à l'heure sur le fait de pouvoir parler du produit, ça répond aussi évidemment à cette problématique d'image. D'accord, donc le site va devoir à la fois transformer mais aussi inspirer pour que l'achat se fasse en boutique ou 6 mois plus tard, que vraiment
Non, mais là aussi, c'est hyper intéressant. On voit bien, il y a 3 steps vraiment en construction de l'information produit. La première, Hélène l'a parfaitement décrite, c'est vraiment toutes les données standards qui existent déjà dans le ERP. On fait un peu le tri, on se dit vraiment lesquelles seront pertinentes pour tous nos canaux. Et puis la deuxième dimension, deuxième step, c'est vraiment la donnée qu'on appelle d'usage. C'est-à-dire comment je vais guider mon client, parce que c'est super d'avoir une belle fiche produit, mais du coup, comment j'y arrive, comment je la trouve. Et il faut déjà que je sache que je veux une montre avec un bracelet acier, etc., on perd un petit peu en conversion, alors que si on les guide, si on les inspire dès le départ, c'est exactement ça. Alors ça passe par des choses comme les catégories, ça passe par de l'éditorial, tout ce genre de choses qu'on peut faire à la fois dans le PIM et à la fois dans Adobe Magento. Donc voilà, je pense qu'on est raccord là-dessus aussi. Vous allez travailler là-dessus. C'est exactement ce qu'on a fait. D'avoir vraiment cette notion d'usage. Finalement, quand on a une complexité sur un mouvement de montre, le client lambda ne connaît pas les mouvements. Donc on va les détailler au plus possible pour avoir cette notion de PXM qui est chère à ton cœur. C'est la 3e étape. Tu vois, tu finis parfaitement, il est parfait. C'est la 3e étape, c'est le Graal. C'est vraiment justement adresser toutes ces données d'émotion et les réseaux sociaux, etc., d'inspiration. Alors là, on voit l'intérêt en termes d'expérience client pour le client final qui va pouvoir être inspiré, mieux visualiser son produit, faciliter son choix aussi. Mais je pense qu'il va y avoir aussi beaucoup d'implications pour vos équipes en interne. Comment on anticipe tous ces changements, comment on prévoit, on évite les accidents, les erreurs de parcours, ou des problèmes de gouvernance, de collaboration. Je pense que ce que disait Sylvain tout à l'heure est très vrai, c'est qu'il y a un vrai moment de cadrage qui nous a pris beaucoup de temps en amont, mais dont on voit aussi les bénéfices aujourd'hui, c'est-à-dire que de savoir qui allait participer à chaque atelier, on a pu bien impliquer le métier, donc les personnes qui connaissent vraiment les process, qui connaissent le produit. On a impliqué aussi notre comité de direction. On a des personnes, je pense à notre directrice de l'offre, notre directrice marketing, directrice supply chain, qui ont participé à des ateliers. Donc on a une vraie implication de tous les niveaux d'entreprise. Et je pense que c'est ça aussi la clé de la réussite pour être sûr que justement tout est bien validé et qu'il n'y a pas d'écueil. Sylvain ? Ce que j'allais dire, pour aller encore plus loin, c'est que le PIM en soi n'est pas une solution pour améliorer le site e-commerce et de tout avoir. C'est aussi de faire changer les mentalités au sein de l'entreprise, d'aller sur du détail de produits, sur du discours, sur du rédactionnel, des choses qui n'étaient pas jusqu'à présent. Et c'est vrai que la plupart, je dirais presque la moitié des ateliers qu'on a fait ensemble, c'était aussi d'adapter le travail de chacun, de rassurer les gens dans le travail qu'ils allaient faire demain, de toute cette organisation. C'est des éléments qui sont souvent négligés lors des phases de conception. Tout ce change management, finalement, d'accompagner les gens du début jusqu'à la fin, de l'expression de leurs besoins, jusqu'à demain la formation et l'usage au quotidien du PIM. Et puis après, il faut relativiser aussi, c'est-à-dire qu'il n'y a rien qui est figé, et c'est tout l'intérêt aussi d'un PIM, c'est-à-dire que c'est notre fondation, elle est toujours là, elle est toujours stable, elle est clean. Et après, ce qui est génial, c'est que demain, je ne sais pas, il y a quelque chose de nouveau qui arrive sur le marché, on est obligé de l'adresser. On voit beaucoup, par exemple, avec les matières maintenant, la sustainability, comment on dit en français, aidez-moi, enfin, vous voyez ce que je veux dire. Non, mais le fait, l'éco-conception. Exactement, l'impact des produits, les matières, etc. Si demain, c'est un filtre qu'on a envie de venir ajouter parce qu'on se dit que c'est cher à nos clients, qui ont envie de pouvoir filtrer là-dessus et d'acheter, je ne sais pas, une montre qui est faite en matière recyclable, c'est très facile demain d'ajouter un nouvel attribut et d'utiliser comme filtre et d'en faire un petit rédactionnel. Donc c'est aussi ça l'intérêt, c'est pas figé vraiment, Benoît, c'est ça qui est important de souligner. Est-ce que l'implication des parties prenantes va jusqu'aux fournisseurs, puisque vous avez votre marque propre, mais vous avez aussi des fournisseurs qui vont, vous avez parlé des images qu'ils produisent, des contenus qu'ils produisent. Est-ce que vous les impliquez déjà ou ce sera quelque chose qui arrivera plus tard ? C'est une bonne question, effectivement, et ça va aussi au-delà du projet PIM sur lequel on travaille aujourd'hui. Oui, on a commencé à impliquer certains de nos fournisseurs, pas tous parce qu'on est encore assez en amont, mais on a commencé à parler effectivement du PIM à nos fournisseurs. Et ça m'amène à un autre sujet, c'est qu'on réfléchit aujourd'hui avec Akeneo, on a eu déjà plusieurs discussions à ce sujet, d'intégrer à notre PIM le module Onboarder qui répond parfaitement en fait à notre problématique, nous, de distributeurs qui reçoit du contenu de nos fournisseurs.
L'onboarder, en fait, c'est un petit module qui permet de donner directement accès à nos fournisseurs, une sorte de petite interface où ils peuvent directement remplir la fiche produit pour leurs propres produits. Et nous, on voit vraiment tout l'intérêt aussi dans un second temps d'aller vers ce genre de module pour faciliter aussi les échanges de données avec les fournisseurs, parce qu'effectivement, c'est aussi la clé de la réussite dans la distribution. Justement, donc, vous l'avez bien dit, cette collaboration, cet échange, c'est un des aspects importants du PIM. Est-ce qu'il y a d'autres points importants, Sylvain ou Virginie, à prendre en compte, d'autres conseils? Premier point, on l'a déjà dit, mais je pense que c'est très important de le répéter, c'est qu'un PIM n'est pas l'antichambre du e-commerce. Il faut vraiment travailler le produit de manière globale pour toute l'entreprise. Et deuxième point, ce serait la partie RH, la partie justement modification des fiches de poste de chacun et de penser aussi contenu rédactionnel. C'est l'un des éléments où quand on a l'habitude de bosser dans un ERP, on va être avec des champs plutôt techniques. Et là, le PIM va permettre d'avoir une notion un peu plus créative, un peu plus lyrique qu'on n'avait pas jusqu'à présent. Mais c'est ça, par exemple, qui sont les personnes, Hélène, qui travaillent avec les fournisseurs aujourd'hui et qui récupèrent cette donnée? Ce sont les assistants achats dont vous parliez? Oui, c'est ça, c'est le service achat qui est en lien avec les fournisseurs. Donc, qui aujourd'hui recréent dans l'ERP ces données finalement qu'ils reçoivent via quoi? Des fichiers Excel, ce genre de choses. Voilà, donc il faut quand même s'imaginer le retraitement de travail que c'est pour eux. Donc en fait, on se dit en mettant un PIM, on résout une part de leurs problèmes, mais est-ce que c'est pas encore mieux si demain ils peuvent directement recevoir cette donnée dans le PIM via, comme l'a dit très bien Hélène, un petit module juste avant. Et comme ça, ces gens-là, les assistants achats, se focalisent aussi beaucoup plus sur la qualité, venir peut-être faire autre chose. Et finalement, c'est là où on dit qu'on gagne en maturité avec la gestion de l'information produit, c'est-à-dire et sur les process, et sur la technologie, et sur la qualité de la donnée qu'on partage en fait. Donc c'est vraiment, il faut le voir à plusieurs étapes, c'est vraiment des niveaux, mais c'est très bien d'avoir la vision comme ça, plus court, moyen terme, c'est toujours très bien. Et je trouve de plus en plus, moi dans les clients avec qui je parle en ce moment, beaucoup disent, on est conscient qu'en fait, on construit notre futur. Et certains disaient, l'autre jour, j'avais des clients au téléphone, j'avais adoré cette phrase, ils disaient, on ne voit pas le PIM comme un coût, mais comme un investissement. Non mais j'ai trouvé ça bien, parce qu'ils ont vraiment compris que c'était quelque chose qui devait supporter leur stratégie et les accompagner comme ça, ils peuvent en faire absolument ce qu'ils veulent quoi, derrière. Hélène, est-ce que vous avez déjà commencé à réfléchir à ces aspects RH, ou est-ce qu'il y a déjà des équipes qui ne se parlaient pas avant, qui commencent à parler grâce à ces ateliers ou à ces rencontres que vous organisez autour du PIM? Alors, je ne dirais pas que les équipes ne se parlaient pas avant, mais effectivement, ça permet... oui, on je sais pas, un acheteur ne parle pas forcément à quelqu'un qui travaille sur les réseaux sociaux ou des choses comme ça. Oui, alors, on est une équipe au siège qui n'est pas... Enfin, comment dire, à taille humaine. À taille humaine, exactement. Combien de personnes en tout, Hélène? On est 800 en tout en comptant les magasins, mais au siège, on est 70. Et donc, ça a vraiment été l'occasion, justement, on parlait encore une fois de cadrage, mais on a eu des ateliers aussi en interne où nous, on a redéfini, justement, en partant du cycle de vie du produit, l'actuel versus le futur. On est encore en train d'y travailler, parce que le projet, on est encore dedans. Oui, vraiment, on a eu à cœur de mettre tous les métiers autour de la table et voilà, et de vraiment repartir avec des choses très concrètes, des RACI, des répartitions des rôles en partant de l'actuel pour aller vers la cible. Effectivement, c'est ce que Sylvain dit, c'est très juste, c'est que c'est vraiment pas à négliger, puisque simplement rajouter un outil sans donner la clé aux personnes qui vont l'utiliser, ça n'a aucun intérêt. Virginie, tu voulais réagir? Non, je pensais en même temps qu'Hélène parlait, mais non, c'est vraiment ça. On dit toujours qu'il y a 3 piliers, de toute façon, dans un projet comme ça. C'est la technologie, l'outil qu'on utilise, les process, clairement à définir, et people, les personnes à investir. Donc, c'est vraiment ce trio-là qui est le trio gagnant, en fin de compte. Non, je réfléchissais plus, Hélène, je crois que tu nous avais parlé qu'il y avait eu des impacts aussi sur, justement, ce cycle de vie. Il n'y a pas maintenant une histoire, le produit va se créer directement, finalement, dans le PIM, plutôt que... Vous n'avez pas repensé à ça? C'est ça, tout à fait. C'est que l'ERP n'étant... comment dire
L'ERP faisait un peu tout jusqu'à présent, donc il fallait lui retrouver la bonne place. Là, dans la vision d'avoir un onboarder par la suite, c'était beaucoup plus judicieux de créer le produit au niveau du PIM, puis ensuite de desservir d'un côté l'ERP, de l'autre côté tout ce qui était OMS, WMS, e-commerce, pour avoir une vision centrale, tout simplement. Donc l'impact, il n'est pas neutre là en termes de flux. On voit bien que ça change quand même des choses. Oui, en fait, ça répond justement typiquement à la question de la gouvernance, à la fois à la question de la gouvernance et la question des process RH, c'est-à-dire qu'on s'est dit quels attributs doivent être portés par le PIM, quels attributs doivent être portés par l'ERP, puisque l'ERP a toujours un rôle de gestion, c'est lui qui permet de passer les commandes et qui permet de facturer aussi les fournisseurs. Donc vraiment, il y a eu cette question de quels attributs on va mettre à quel endroit et dans quel ordre. Et puis vraiment la question de qui va remplir la donnée, à quel endroit et quelle est la manière la plus fluide pour justement dans ce cycle de vie du produit. Est-ce qu'il vaut mieux commencer par l'ERP, est-ce qu'il vaut mieux commencer par le PIM? On a pesé le pour et le contre des deux solutions et finalement, effectivement, on a décidé de mettre le PIM en amont parce que ça nous paraissait plus pertinent. Et oui, je voulais juste ajouter, ce qui est intéressant aussi là-dessus, on voit des clients qui avaient commencé, qui ont travaillé pendant 1 an d'une certaine manière, c'est-à-dire qu'ils ont gardé la création dans le RP et puis ça venait alimenter le PIM. Et puis 1 an après, justement, une fois qu'ils ont gagné en maturité, en expérience, qu'ils ont pesé le pour et contre, parce qu'on ne fait pas ça non plus à la légère, et on pèse notamment quelles sont les informations qu'on a dès l'origine, parce que si c'est juste pour en avoir 2 sur 70, je dis n'importe quoi, ça ne vaut pas forcément le coup, et qui justement 1 an après change. Maintenant, on décide d'initier les produits dans le PIM, et on va l'envoyer, notre ERP va être quelque part notre premier canal interne de destination. Donc c'est pour ça qu'encore une fois, on voit bien que rien n'est figé. Là, quelque part, c'est un peu de plomberie, quoi. C'est un peu de tuyauterie derrière. Mais en tout cas, quand on a cette base qui est stable, qui est là et qui s'enrichit tout le temps, on peut comme ça venir adapter les process. C'est ça qui est intéressant aussi pour gagner toujours en productivité, en intérêt aussi pour les équipes, en temps passé sur les outils, etc. Alors Hélène, je vais vous poser une dernière question qui est, vous avez déjà beaucoup de choses sur beaucoup de sujets sur la planche, beaucoup de travail en cours. Et quand vous imaginez ce PIM évoluer, est-ce que vous avez déjà anticipé des usages futurs? Virginie parlait d'Instagram, de pouvoir faire des choses sur les réseaux sociaux. J'imagine que vous avez aussi des problématiques de marketplace. Vous avez parlé de l'onboarder qui permettra aux fournisseurs de se connecter. C'est quoi les prochaines étapes une fois que le projet sera live? Est-ce que derrière, c'est quelque chose qui vit? Donc comment vous allez le faire évoluer? Effectivement, je pense que la première étape, ce sera la question de cet onboarder, donc de réussir à justement embarquer aussi nos fournisseurs dans cette transformation de la donnée produit. Après, je pense que Virginie répondra mieux que moi à la question, mais je sais qu'il y a beaucoup d'implications au-delà de la simple description du produit en marketing, ensuite pour piloter, il me semble, des campagnes Facebook, tout ce qui peut être... On peut parfaitement venir chercher ces données-là pour alimenter des outils de campagne marketing. On a des clients qui le font très bien. Donc c'est ça, vraiment, c'est le champ des possibles. Encore une fois, on a la source qui est là, on a les produits. On reparlait d'Instagram. Aujourd'hui, beaucoup, en fait, on clique à partir d'une image. Derrière, on accède en fait à la fiche e-commerce. Donc c'est là où c'est quelque part dommage quand on part d'une jolie image et puis après on arrive, on n'a pas du tout la même expérience. Limite, parfois, on va rechecker si c'était bien le bon produit, on va checker si c'était le bon code, etc. Donc vraiment, toujours aller vers quelque chose de plus harmonieux, mais c'est ce que vous avez dans les cartons de toute façon, quoi. Donc en travaillant sur l'image, en redonnant une cohérence et une place à cette image, on voit bien que c'est comme ça qu'on crée le meilleur parcours client. Donc oui, c'est le champ des possibles. Sylvain, vous avez d'autres idées de choses à Il a ajouter du ou à travail faire déjà. du PIM, ou vous avez déjà suffisamment à faire sur la mise en place du projet et vous y penserez après? On a pas mal de travail. J'ai l'impression, ouais. Mais on n'en a jamais assez. Moi, j'ai une question pour vous, ceci dit, pour tous les deux, Sylvain et toi. Comment vous imaginez demain, donc on met l'onboarder en place, quelle relation vous avez avec vos fournisseurs? Est-ce que ça serait vous, les assistants achats, ton équipe d'assistants achats qui formerait, entre guillemets, qui éduquerait les fournisseurs à ça? Ou est-ce que vous donneriez ça justement à D&D? Comment vous envisagez ça? Vous y avez déjà pensé ou peut-être c'est trop tôt? Parce que c'est quelque chose d'hyper important, cette réussite de collaboration en fait avec les fournisseurs. Et de leur montrer l'intérêt pour eux et de leur montrer que c'est facile, etc. Mais ça nécessite aussi un petit onboarding des fournisseurs. Et une standardisation aussi, je pense, à l'alimentaire, où il va y avoir des fiches produits qui sont standardisées avec des informations qui sont requises pour tous les produits. Est-ce que dans l'horlogerie, il y a aussi une liste de champs qui sont définis?
J'aurais tendance à dire que c'est l'équipe achat qui doit garder la relation parce que le fournisseur, finalement, c'est vous qui les connaissez les mieux. En revanche, tout ce qui est support de formation, tout ce qui est animation, c'est quelque chose sur lequel Louis Pion devrait s'appuyer sur nous. Oui, tout à fait, je suis d'accord avec ce que tu dis, Sylvain, c'est-à-dire que et c'est marrant parce que c'est effectivement les premières. Quand on a parlé, les fournisseurs à qui on a déjà un peu parlé de notre PIM, ils nous ont dit bon bah il faudra que vous nous expliquiez comment ça va fonctionner. Donc oui, il y aura cet onboarding des fournisseurs Mais c'est intéressant et vous verrez qu'au-delà du point de vue business pur, de dire vous allez voir, on va mieux vendre, etc., il y a l'aspect tout simplement relationnel aussi. Mais les relations avec les partenaires de commerce, elles s'améliorent grandement aussi. Il y a moins de friction sur tu ne m'as pas envoyé le dernier fichier, il y a trop d'erreurs, il y a ceci, il y a cela. Beaucoup plus fluide. Très bien. Est-ce que j'ai le droit quand même à une dernière question sur les marketplaces? J'imagine que c'est quelque chose qui va se développer encore. Là, vous m'avez dit 3 marketplaces sur lesquels vous Oui, on a 3 distribuez, marketplaces qui appartiennent au groupe Galeries Lafayette. Exactement. Est-ce que du coup, le PIM va vous permettre d'aller sur plus de marketplaces ou au contraire de rester sur 3 marketplaces qui sont choisis, mais de travailler plus finement sur ces marketplaces? Est-ce que Alors, à court terme, on reste sur ces 3 marketplaces. Effectivement, ça va nous permettre d'être plus fin sur nos fiches produits des marketplaces. Je pense notamment à la question des produits parents-enfants, le fait de pouvoir afficher les déclinaisons de chaque produit sur les fiches produits. Donc, on va enrichir, évidemment, de la même manière qu'on va enrichir notre propre site, on va enrichir les marketplaces. Et puis, comme disait Virginie, après, rien n'est figé. Et une fois qu'on a l'information, eh bien, libre à nous de nous déployer sur d'autres plateformes. Et ça, d'autant plus facilement que l'information sera déjà là. Très bien. Est-ce qu'il y a des choses à ajouter avant qu'on passe aux questions du La du boucle est public? bouclée. Non, mais comme ça, ils auront vraiment leur fondation en interne. On améliore avec l'amont, avec les fournisseurs, et ils amélioreront aussi leur relation avec leurs distributeurs. Donc là, c'est vraiment pour moi le Graal, le dernier niveau de partage de l'information. Non, mais comme elle dit très bien, c'est-à-dire que demain, l'information, elle est prête. S'il faut juste ajouter quelques champs spécifiques pour tel ou tel distributeur qui sera un petit peu plus exigeant, on les ajoute. Dès lors qu'il y a une équipe, une personne responsable pour cet enrichissement, on en fait un export sur mesure et c'est parti. Alors, ça fait une très belle conclusion. Merci à tous les 3. Je pense qu'il y a encore plein d'autres questions. On va répondre aux questions du public sur le chat. On se retrouve dans juste quelques secondes.